Allez, on va s'arrêter là. Voilà. Bonjour mes amis, bonjour, ravi de vous retrouver exceptionnellement. Nous sommes le 21 octobre 2019, il est 13h09 au moment où j'enregistre cette vidéo. Je fais cette vidéo exceptionnelle parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas exprimé comme ça et que il y a plein d'événements qui se succèdent, l'actualité, malgré que je fais régulièrement des vidéos, ce n'est pas suffisant pour couvrir tout ce qu'il y a à dire. Donc j'en fais une express pour dire très rapidement quelques informations que je n'ai pas vues circuler ou pas assez. Et donc les sujets très rapidement concernant Harpan, ce terroriste qui n'est pas musulman mais converti musulman, hein, ça arrange bien les choses comme nous le voyons aujourd'hui après coup. Ces licenciements qui se préparent supplémentaires à ce qui se passait avant, massif de la fonction publique, particulièrement des services de police, parce que ce mouvement de licenciement des, entre guillemets, des dissidents, des esprits rebelles, soi-disant pour radicalisation, concerne depuis des années d'autres secteurs privés et publics. Et là, je pense à la RATP, dont moi-même j'ai été viré. Ça arrange bien tout le monde parce que j'avais un régime spécial de retraite, et je ne suis pas le seul dans ce cas, hein. Nous sommes beaucoup à avoir été jetés pour un oui ou pour un non. Alors moi, c'était pas pour radicalisation, mais ça aurait pu, et je connais plein de monde, il n'y a qu'à faire des recherches sur Internet pour voir le nombre de personnes qui ont été virées, sur lesquelles on a enquêté dans leur vie privée. Il y a eu des fiches de signalement qui ont abouti à les licencier pour rien du tout, hein, pour rien du tout. On voit aujourd'hui, ils ne se cachent même plus de le dire, si vous refusez demain parce que vous entendez pas avec votre, par exemple, votre supérieur hiérarchique, si vous refusez de lui serrer la main, si vous lui dites juste bonjour verbalement, eh bien c'est un motif pour qu'ils enquêtent sur vous. Et même sans ça, vous inquiétez pas, vous avez votre fiche qui est déjà prête. Alors si c'est un supérieur hiérarchique homme et que c'est un salaud, ah ben vous avez tout à fait le droit de ne pas lui serrer la main, des fois même ne pas lui dire bonjour, mais bon, lui dire bonjour juste verbalement. Mais si c'est pas un salaud, mais on n'a pas trop le droit de le dire au féminin, mais si c'est une salope, eh bien non. Si vous arrêtez de lui serrer la main, alors là vous êtes radicalisé islamiste. Et il n'y a pas de distinction, parce que regardez, ce Harpan, bien que n'ayant aucune origine, on va dire, de tradition musulmane et de religion musulmane, eh bien, on nous dit qu'il était converti. Hein, cette conversion, ça devient un peu trop facile. Il n'arrive plus à trouver des candidats à la manipulation et au terrorisme, on va dire, purement arabe, maghrébin, musulman d'origine. Alors la mode, c'est d'aller chercher des convertis, ou des soi-disant convertis. J'en vois beaucoup dans ce cas. Le pire, c'est que, bon, là je vais prendre l'exemple, par exemple, ridicule de Belgoul, Farida Belgoul, qui faisait des vidéos avec des femmes musulmanes, soi-disant, avec un voile, et qui amène comme invité pour
donner des gages sur la gentillesse des bonhommes musulmans qui amènent un converti, Wilson Pinto. Vous savez ce qui m'a opposé à lui, et ça a fait partie de mes inquiétudes de le savoir plus musulman que moi. Il ne parle que de ça. Mais quand je l'ai vu dans la vraie réalité, il y a eu beaucoup d'autres choses qui m'ont inquiété, hein, par rapport à la franc-maçonnerie, par rapport à ce que j'ai entendu de certaines personnes dans le groupe. Mais lui particulièrement, ce qui m'a choqué, c'est que quand j'ai cité quelques mots en arabe, je ne sais plus pour quel sujet, je crois que c'était un débat sur est-ce que la Terre est plate ou pas, eh bien je me suis aperçu qu'il ne comprenait pas un mot, pas un seul mot d'arabe. Et donc ça, effectivement, ça m'a inquiété, c'est très inquiétant, hein, tous ces mouvements qu'on nous dit convertis, qui deviennent encore plus musulmans que les musulmans, et qui n'ont pas eu le temps ni le soin de commencer par avoir quelques bases de la langue arabe. Ceci donc étant dit, revenons à Michael Harpent. La manipulation supplémentaire, c'est que on nous parle de tout. On va même jusqu'à arrêter sa femme. On mélange les informations en parlant de 2 enfants, de leurs enfants, etc. Mais il y a un énorme maquillage, mes amis. Parce qu'il s'avère, après mon enquête et l'absence de moyens à ma disposition, mais très rapidement, je suis arrivé à la conclusion que ces 2 enfants dont il est question ne peuvent pas être de cette femme qui a été arrêtée et avec laquelle il est marié et avec laquelle il a échangé des SMS. Comme par hasard, 33 SMS, hein, le chiffre 33 très important dans la franc-maçonnerie. Comme par hasard, on a vu sur plein de vidéos, alors je n'ai pas le temps, mes amis, de vous en faire part, donc c'est pour ça que je préfère m'exprimer comme ça, mais je peux le prouver, hein, et c'est très facile à chercher. On voit qu'il y a eu, lorsqu'elle a été arrêtée, cette femme, elle était accompagnée d'un jeune homme, il faisait certainement partie de la famille, et dans le dos de son t-shirt, un gigantesque 33. Ce qui apparaît comme un t-shirt de sport. On dirait les chiffres d'un joueur de sport, mais bon, le 33, moi j'en ai pas vu, ça doit exister, hein, mais c'est drôlement bien choisi comme chiffre. Et alors, mis à part ces petites allusions, pour moi, c'est encore, comme toujours, un père qui a été violé dans ses droits parentaux, qui certainement n'arrive pas à jouir de des mêmes droits que la mère d'au moins un enfant ou alors les 2 enfants. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais ce que je sais avec certitude, c'est que il n'a pas pu avoir ces 2 enfants avec la femme avec laquelle il est marié actuellement. Il était marié en dernier et qui a été arrêté. Ce n'est pas possible. J'en tiens pour preuve qu'ils ont été mariés très récemment. Et pour quelqu'un qui est radicalisé musulman, avec une femme visiblement musulmane aussi, il n'est pas logique qu'ils fassent leurs enfants hors mariage. D'autre part, il y a eu
une plainte contre lui pour violence conjugale, je n'ai pas la date exacte, mais dans les années 2000, 2003 probablement, donc ça remonte à loin. Et il n'est pas, encore une fois, logique que ce soit sa femme actuelle, vu qu'ils viennent de se marier récemment, et vu que ce ne serait pas logique qu'elle porte cette plainte et que elle s'arrête là. Donc il doit y avoir une autre ex avec laquelle il a eu au moins un enfant, avec laquelle il y a eu séparation, peut-être divorce, je ne sais pas, mais ça peut être juste une séparation, et avec laquelle il y a eu, comme c'est tout à fait standard en France, des conflits sur la garde de l'enfant ou des enfants, et sur laquelle il a été arnaqué, violé dans ses droits par ces espèces de plaintes pour violence conjugale trop faciles et sans suite généralement, mais suffisantes à écarter les pères de leurs droits parentaux. Donc ceci pour Michael Harpent. Ensuite, Xavier Dupont de Ligonnès. Ce qui est important, bon, je ne vais pas revenir sur l'affaire, mais ce qui est important à savoir, et ce que j'aimerais vous dire, c'est comment les merdias, et c'est pas d'aujourd'hui cette affaire, il y a eu tellement de documentaires, tellement d'émissions là-dessus, depuis des années, 8 ans au moins, les merdias occultent une information extrêmement importante, et vous allez savoir pourquoi. Donc je la cherche. Si vous faites vos recherches, vous pouvez trouver très facilement cette information. Donc là, vous avez vu que la police écossaise a été absolument certaine que c'était lui, à 4 reprises. À 4 reprises, ils ont confirmé que c'était de Ligonnès. Je vous mets à l'écran ce passage. Dans la soirée du 11 octobre, la police écossaise a affirmé à 4 reprises à ses homologues français ainsi qu'aux magistrats de liaison avoir arrêté Xavier Dupont-Ligonnès à Glasgow. Voilà, ça c'est extrêmement important pour que je puisse ensuite vous donner une hypothèse qui bien entendu ne sera qu'une hypothèse, parce que je ne suis pas à la tête, encore une fois, de services de renseignement, je n'ai aucun moyen, mis à part mon esprit de logique, mon expérience de toutes les magouilles et les complots passés. Alors, voilà, regardez ça, une information qu'il faut vraiment aller chercher pour l'avoir, parce que c'est pas les merdias télé qui vont la dire, malgré tout ce qu'ils peuvent faire comme émission là-dessus, et débat, et documentaire, et film, la totale. Cette information, ça fait des années, je ne l'ai jamais vue paraître dans les merdias. Et là, c'est un merdia écrit officiel. Regardez. La secte de sa mère intéresse les enquêteurs. J'ai découvert qu'il avait une mère qui était vivante et qui était sataniste, tout simplement. Et que Xavier et sa femme qui l'a trucidé faisaient partie de cette secte. Et probablement, vous savez, quand les parents vont quelque part et croient à une croyance, les enfants aussi, probablement. Donc il est même
évident que les enfants de la famille faisaient partie aussi de cette secte, malgré eux, visiblement, parce qu'ils étaient très jeunes. Alors, elle s'appelle Geneviève de Ligonnès, un groupe de prière, mes amis. Un groupe de prière créé par Geneviève de Ligonnès, la mère de Xavier. Et comme je vous avais dit, à cette secte aurait participé le meurtrier présumé, donc Xavier, et sa femme Agnès, jusqu'en 95. Mais bon, ça, faut être simple d'esprit pour croire que ça s'est arrêté en 95. Mélangeant messages reçus de l'au-delà, référence à Satan, au complot luciférien et au pouvoir occulte des juifs talmudistes, le groupuscule s'est réuni 3 fois en Bretagne pour attendre l'Apocalypse, de 1962 à 99. Appelé Philadelphie, hein, moi je dirais cette loge, hein. Après appelé Philadelphie, ce groupe de prière créé en 1960 exigeait de ses membres qu'ils déscolarisent leurs enfants, adressent des demandes d'adultère, génial, et prient Lucifer. Il est là le satanisme. Non, les merdias ne trouvent pas ça très intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour dire vite fait, parce que là, comme c'est express, l'affaire qu'on a vue aux Pays-Bas du père qui a séquestré toute la famille, et puis on ne sait pas trop comment il est arrivé seul, parce qu'à la fin il avait eu une crise cardiaque, il était complètement alité, tout le monde restait en place quand même. Eh bien pareil, les merdias ne vont pas dire, j'ai beau à chaque fois que je vois cette information passer, regarder attentivement, les merdias français occulte le fait que ce père, cette famille était sataniste. Je vous le dis parce que, pareil, hein, vous pouvez trouver en cherchant des informations dans des articles comme celui que je viens de vous montrer sur de Ligonnès, où les enquêteurs sont absolument abasourdis par ce qu'ils ont vu à l'intérieur. On parle de tous les murs de la baraque qui comportent des chiffres dans tous les sens, des références au satanisme, des inscriptions, des codes. Non, ça, les merdias français, comme pour de Ligonnès, c'est pas intéressant pour eux. Donc là, ils prient Lucifer, et qu'est-ce qu'elle leur met dans la tête ? Lucifer va prochainement, d'après eux, s'allier à Dieu. Super. Super. Et puis c'est pas que Xavier, sa femme, leurs enfants et les autres adeptes, parce que même la sœur à Xavier, là, qui s'appelle Christine, elle se disait enceinte de l'enfant Dieu qui allait sauver le monde. Une 40aine de membres, on nous dit dans cette secte. Et donc la mère officie toujours, hein, parce que la mère, Geneviève, donc, diffuse désormais ses messages sur le site catholique Gloria TV. Alors, je vois pas vraiment le rapport avec la chrétienté, hein, quelqu'un qui appelle à prier Lucifer. C'est plutôt de la maçonnerie, hein. Et donc elle a posté, moi je suis pas arrivé à le voir parce que franchement j'ai pas voulu aller chercher ça, mais si vous croisez sa vidéo, n'hésitez pas à me l'envoyer. Donc on nous précise, le Parisien précise que elle a fait une dernière vidéo très récente, ce 8 septembre, et dans quelle vidéo elle parle de l'ultime combat de la lumière, hein, Lucifer,
le porteur de lumière, pour ceux qui sont un petit peu initiés sans être franc-maçon, comme votre serviteur. L'ultime combat de la lumière contre les ténèbres de ces temps. Voilà une information ô combien fondamentale à mes yeux et importante que les merdias nous occultent sciemment. Parce qu'il faut être vraiment aveugle pour pas tout de suite voir que le problème venait de là, que ça apparaît comme une espèce de sacrifice, le fait d'avoir zigouillé tous ces enfants, espèce de suicide collectif, ou plus, moi je dirais plus du sacrifice rituel. C'est la meilleure des pistes, parce que toutes les pistes qui ont été avancées, il n'y en a aucune. Donc, personne n'a jamais expliqué comment il est devenu comme ça fou, hein, parce qu'on nous présente ces gens-là comme devenant d'un coup fou, et pourtant c'est très programmé ce qu'il a fait, comment il a fait sa tuerie, comment il a caché les corps. Personne n'a jamais rien vu, personne n'a jamais rien soupçonné, personne ne lui a mis la main dessus. Alors si les gens fous arrivent à avoir autant de minutie, d'organisation et de perfection, excusez-moi, hein, vaut mieux être fou dans ce cas-là. Hein. Alors mon hypothèse par rapport à de Ligonnès. Ça va vous paraître improbable, parce que c'est la première fois que vous allez l'entendre, cette hypothèse. Je pense, mais je peux me tromper, ça. Là, je dis bien, je fais la différence entre l'information que je vous donne, souvent je vous montre des articles où je vous dis que c'est une vraie information, et quand je vous dis que c'est une hypothèse. Et là, je vous dis, c'est une hypothèse. Hein. La mienne, je l'assume. D'après tout ce que j'ai vu, depuis donc cette fausse arrestation à Glasgow, l'affaire Ligonnès, à la lumière de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai lu, les témoignages des soi-disant voisins de ce septuagénaire qui a été arrêté en Écosse, à Glasgow, d'après tous ces éléments, pour moi, mon hypothèse favorite est que c'est vraiment de Ligonnès qui a été arrêté, sauf que comme il est très protégé en France, probablement qu'il a des liens, vous le savez, hein, c'est perméable, la franc-maçonnerie est perméable avec tous les services de l'État, particulièrement les services secrets, la DGSI et compagnie. Donc il est... Mon hypothèse, c'est qu'il est certainement pour avoir pu prendre la fuite de cette manière-là, parce qu'il a été flashé en excès de vitesse, donc il était bien vivant. Hein. Il ne s'est pas suicidé dans le périmètre de sa baraque, il n'est pas caché quelque part dans le sous-sol ou dans le jardin de sa baraque ou aux environs, parce qu'il a été flashé par un radar en excès de vitesse après la tuerie. Donc il a mis vraiment les voiles, comme on dit, et pour pouvoir le faire, et autant d'années, et l'opération chirurgicale qui revient souvent pour pouvoir la pratiquer sans être balancé, pour avoir les finances pour la faire, etc., c'est que il est protégé par l'État, par les services de l'État, il travaille pour eux, voilà, tout est la franc-maçonnerie. Là, je vous ai montré une des preuves de cette secte. Tout c'est que de la franc-maçonnerie, hein, tout ce qui est ésotérisme poussé à l'extrême, médiumnité, tiens, Jacqueline Moureau, tout ce qui parle de près, de loin, contact avec les morts, vision extra-lucide dans l'avenir, etc.
franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, il y a des gens qui manipulent d'autres. Donc là, la mère de Ligonnès, elle doit être très haut placée hein, pour avoir sa propre cellule et pour pas du tout être inquiétée. Hein, c'est ça qui est dingue. J'en ai jamais entendu parler de cette femme en garde à vue pour s'exprimer sur son fils qui disparaît, sa belle-fille et tous ses petits-enfants qui sont trucidés. Et pourtant, elle devrait être la première personne à être interrogée et en garde à vue. Donc il est ultra protégé. Il a certainement pu faire cette opération. Il a été identifié par la police écossaise à Glasgow. Ils ont confirmé 4 fois que c'était lui. L'information que j'avais eue, c'était ses empreintes digitales correspondaient. Donc c'est pas des amateurs, c'est quand même des policiers. Hein. Les policiers écossais, ça les amuse pas d'arrêter quelqu'un, de contacter un magistrat, des services de police français et de voir l'information sortir dans la presse. Ça ne les amuse pas. Sauf que, à partir du moment où on a vu, hein, on n'arrêtait pas de voir dans les médias, sur BFM, etc., que la police française, hein, il y avait ce bandeau-là toute la journée, je me rappelle, sur les chaînes télé, une équipe d'enquêteurs français se rend sur place, est en route. Les enquêteurs français sont en route. À partir du moment où les autorités françaises s'en sont mêlées, ont pris le relais, ils ont étouffé l'affaire, ils ont demandé à leurs collègues écossais, bien entendu, d'étouffer l'affaire, et c'est comme ça que l'affaire, aujourd'hui, est étouffée. Hein. Je serai probablement le seul qui vous dit que il faut absolument aller... on ne possède pas de photos de cet homme. Il faut absolument qu'on puisse obtenir ces photos et qu'on puisse avoir une enquête approfondie sur cet homme qu'on nous dit complètement à l'opposé de Ligonnès, 70 ans, beaucoup plus grand, et des voisins qui ne montrent pas leur visage, qui sont atterrés qu'on puisse comme ça soupçonner leurs voisins si gentils, mais ils ne connaissent pas vraiment. Hein. Et ceux qui s'aventurent à dire qu'ils le connaissent depuis sa naissance, ils peuvent faire partie, pareil, du mini complot pour le protéger. Parce que si on regarde ce septuagénaire, il faut vraiment ne pas aimer les enquêtes pour accepter cet état de fait qu'il existe comme ça un homme. Là on essaye de voir comment il a vécu les 8 dernières années, c'est ça qui est intéressant. Alors voilà un homme dont les voisins ne connaissent que brièvement. Il certifie qu'il a une femme, ils ne l'ont jamais vu. Ce septuagénaire disparaît périodiquement à 70 balais, hein, parce qu'il va en Écosse voir sa femme, drôle de vie, hein, drôle de vie, voir sa femme et revenir pour vivre seul. Non, c'est normal, c'est une vie classique pour un retraité de 70 ans. C'est une fois qu'on arrive à la retraite, c'est là qu'on va vivre dans 2 pays différents. Et je n'ai pas l'information, mais si j'ai bien compris, en plus ils sont mariés. C'est absolument abracadabrantesque, comme dirait l'autre manipulateur Chirac. Voilà, les voisins, oui, il est marié, etc. Il part en Écosse voir sa femme, et ils l'ont jamais vu, sa femme. Hein, ils l'ont jamais vu. Non, c'est absolument incroyable comme vie.
Et il faudrait que nous dise qu'est-ce qu'il faisait comme profession, ça c'est très intéressant, hein, un retraité qui a les moyens de vivre dans un pavillon en région parisienne. Alors si je me trompe pas, la ville c'est Limay, ce n'est pas une ville pour prolo, hein. Et il arrive comme ça à s'offrir avec sa retraite, elle doit pas être maigre, hein, des allers-retours réguliers par avion en Écosse pour voir sa femme, donc qui doit bien entendu avoir un deuxième logement là-bas. Voilà. Ils ont les moyens, visiblement. Ça ne tient pas, ça pue, et donc je le répète, on n'a pas eu assez d'informations sur cet homme, et moi je n'ai pas les capacités de le faire, mais s'il y avait des youtubeurs ou des vrais journalistes au chômage qui ont la possibilité d'enquêter, il serait sage d'enquêter sur cet homme. De plus, et pour finir, n'importe qui d'entre nous, n'importe quel retraité, j'ai envie de dire, qui se ferait priver de liberté, mettre en garde à vue, se faire interroger comme ça, se faire cuisiner pendant 2 jours par la police écossaise, de voir tout ce déchaînement médiatique. N'importe qui porterait plainte. Et il obtiendrait réparation, c'est sûr et certain. Donc lui, cet homme-là, vraiment l'argent, il n'en a pas besoin. Il n'aime pas du tout l'argent, d'une part. Et d'autre part, ça ne l'intéresse pas du tout de laver son honneur. Au moins, ceux qui le connaissent à Limay. Il doit avoir des enfants, il doit avoir de la famille. Cet homme ne veut pas se plaindre, ne veut pas témoigner, ne veut pas s'expliquer, il veut juste qu'on parle plus de lui. Ce n'est pas un comportement, on va dire, classique. Ce n'est pas classique quand on est autant remonté d'avoir été pris pour un assassin, un tueur en série, un pourri, d'avoir été privé de sa liberté. Il n'est pas normal de ne pas avoir peur que ça recommence à l'avenir et de ne pas vouloir obtenir une réparation de ce préjudice énorme qu'il a subi. Il n'est pas normal qu'il ne saute pas sur le premier micro qui s'offre à lui pour exprimer son désarroi, de se scandaliser et de dire tout ce qu'il a souffert. C'est pas du tout, c'est absolument pas du tout classique comme réaction. Lui, il veut pas du tout s'exprimer, il veut pas du tout se plaindre, il veut pas du tout qu'on parle de lui, il veut rien, il veut juste qu'on l'efface. Voilà, ça pue. Ça pue, ça aurait été le vrai des Lugonès, je pense qu'il n'aurait pas demandé mieux. Et voir aussi les réactions des polices françaises, des journaleux français, etc. Personne ne se pose ce type de questions. Quand on voit n'importe quel événement, il y a tout de suite une photo qui sort. Alors, je vous passe les attentats, on a tout de suite la photo du terroriste, avant même de l'arrêter, ils savent déjà qui c'est. N'importe quel événement, il y a un père qui ne rend pas son enfant, on met une alerte enlèvement, on a tout de suite la photo du père. On a tout de suite les photos qui sortent. Et là, alors là, ça a été respect total. Hein. Personne dans la presse
On a fait fuiter pour qu'on puisse voir est-ce qu'il a fait vraiment, est-ce que ça correspondrait à quelqu'un qui a fait des opérations de chirurgie esthétique, pour qu'on puisse juger. Rien, zéro, nada, aucune fuite. Il est protégé. Alors, pour finir, puis là je m'étalerai pas parce que juste je vous fais un retour de ce que j'ai vu ici ou là. Alors d'après moi, les attentats et les événements spectaculaires, dans événements spectaculaires on met les incendies en tout genre, les incendies des lieux qui ne devraient jamais prendre feu parce que on a dépensé des millions d'euros pour qu'ils ne prennent pas feu, mais qui prennent des incendies comme la cathédrale Notre-Dame ou les multiples usines Seveso qui brûlent. Les événements spectaculaires, ça peut être aussi des attentats, ça peut être des événements météorologiques. Ils disent catastrophe naturelle, sauf que c'est pas si naturel que ça, donc le mot est inapproprié. Hein. Je vais dire catastrophe météorologique. Catastrophe HARP. Hein, là, c'est un peu plus honnête et réaliste. Donc, on n'a pas arrêté de voir ce type d'événement, on va pas arrêter. Et particulièrement d'ici la fin d'année, et encore plus particulièrement le mois de novembre. Le mois de novembre englobe plusieurs dates symboliques. On sait que ces gens-là sont complètement cinglés et donc qui accordent beaucoup d'importance aux chiffres, aux dates, aux symboles, pour commettre leurs forfaits, pour mettre à exécution leurs projets, leurs programmes, leurs agendas funestes. Et donc je pense que vous l'avez, la majorité des personnes qui se renseignent, vous avez vu ces vidéos qui, avec un travail vraiment remarquable, minutieux, alerte sur la possibilité d'un événement majeur imminent à Seattle. Je vous mets à l'écran pour les personnes qui ne connaissent pas cette tour de Seattle. Hein. Une tour avec une espèce de soucoupe tout en haut, emblématique de la ville de Seattle, aux États-Unis, bien sûr, faut-il le préciser. Et donc, on a vu des vidéos d'Américains, mais aussi de personnes qui les ont traduites. Je crois que c'était un Allemand, donc qui ont trouvé. Donc c'est cette tour-là. Hein, qui ont trouvé dans diverses productions cinématographiques, mais aussi des bandes dessinées écrites, des films, des séries. Ils ont trouvé que systématiquement on parlait de grandes catastrophes par le feu généralement, et on voyait donc cette tour qui se cassait la gueule, coupée un peu en deux, prenant feu, et les habitants vivant un scénario apocalyptique. Généralement c'est le feu, brûlé vif, fuyant dans des films de catastrophes. Et donc pourquoi il faut prendre ceci
Et donc je remercie ces personnes pour leurs travaux, hein. Et allez chercher ces vidéos, vous verrez que ils listent un à un les films, les passages, les passages de séries, les, euh, les références dans les bandes dessinées, dans les magazines. Pourquoi il faut prendre ceci au sérieux? Parce que on ne l'a pas vu venir, mais il y a la même chose concernant les 2 tours du 11 septembre, donc bien avant que l'attentat du World Trade Center du 11 septembre 2001 n'ait lieu, bien avant, dans plein de films, plein de séries, mais même des dessins animés, hein, les Simpsons, des revues, des bandes dessinées. Il a été fait référence à ces 2 tours qui se mangent des avions, qui crament, qui tombent littéralement comme un château de cartes, comme ce que nous avons vécu. Donc peut-être aujourd'hui, ils reculeront si jamais ils se disent que le mouvement d'éveil s'en est rendu compte avant l'heure. Peut-être ils ne reculeront pas, mais en tout cas, on a appris avec ce qu'ils nous ont fait vivre par le passé, maintenant à ne plus rien écarter comme hypothèse. Moi, je ne veux pas faire ce travail de Madame Irma comme certains, à vous donner des dates précises et vous dire il se passera ça, il se passera ci. Je vous le dis comme je l'ai vu. Je trouve ça, il faut en tenir compte. C'est vraiment un travail sérieux qui a été fait, donc de recoupement, de séquences, de films, etc. Il y a eu même une recherche de la date dans ce qui a été apparent, ce qui s'affiche sur les montres des acteurs comme horaire, ce qu'on a vu pour le 11 septembre, on voyait le 9-11 sur les diverses montres. Donc là, il a été vu donc, par ces personnes le 3 novembre. Donc le 3 novembre, voilà. Ça peut arriver à une autre date, comme ça peut ne pas arriver, hein. Je ne suis pas, encore une fois, un médium ni Madame Irma. Je me base sur les indices que ces cinglés laissent sciemment à chaque fois autour d'eux pour impressionner leurs adeptes et pour en avoir de nouveaux qui arrivent. On essaye, nous, de les décrypter pour la bonne cause, pour les dénoncer, pour les combattre, et pas pour fanfaronner ou que sais-je. Et donc, voilà, ils ont vu cette date-là. Oui, je voulais dire, pour la cathédrale Notre-Dame, je vous ai mis la vidéo, hein. Il y a eu un film d'animation, il me semble que c'était en 2004, si je me trompe pas, mais je vous ai mis cette vidéo sur mon YouTube où on voit ce qui est arrivé à la cathédrale Notre-Dame, mais vraiment image par image. C'est au ralenti. Vous voyez dans le dessin animé comment la flèche casse. Elle casse au même endroit, au bon endroit, comme sur la vraie cathédrale. Elle tombe sur le bon angle, avec la même vitesse de chute. C'est absolument terrifiant et impressionnant. D'un côté, vous avez un dessin animé de 2004, qui n'a ni tête ni queue, hein, c'est vraiment pas plaisant à regarder, un dessin animé catastrophe avec espèce de Jésus, des signes maçonniques et Illuminati, et vous voyez donc dans ce dessin animé là, la cathédrale, c'est pas une autre, hein, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris, hein, qui prend feu par le haut, la flèche qui casse à un certain moment et qui chute. Et là, vous regardez ce qui s'est passé dans le monde réel, vous verrez que la flèche, c'est la même, qu'elle casse au même endroit.
qu'elle chute à la même vitesse. Donc là, les deux vidéos ont été, je vous ai mis la vidéo sur mon YouTube, ont été mises côte à côte. C'est identique. C'est absolument incroyable comment ils ont fait cette prouesse que dans le monde réel, ça arrive exactement comme ce film d'animation. C'est incroyable. Donc par rapport aux dates, vu qu'on est là pour parler de dates, je pense qu'il faut aussi se méfier du 9 novembre, parce que 9, 11, 11, 9, hein, c'est des dates avec lesquelles ils adorent jouer. Donc le 9 novembre, ça nous rapproche en plus du 13 novembre, mais voilà, 9, 11, 11, 9, 19. Le 9 novembre, il faut se méfier, et pourquoi j'ai fait donc cette vidéo en catastrophe, alors que vous voyez, il n'y a rien qui est préparé, j'ai absolument aucune note, hein, mis à part ces trois dates-là. Hein. C'est parce que nous sommes le 21 et il y avait une date que sur laquelle je voulais aussi vous informer. On reste encore une fois dans le domaine de l'hypothèse, mais de l'hypothèse qui peut s'avérer juste. Donc je voulais vous alerter sur le 22 octobre, c'est-à-dire demain. Il se trouve qu'il s'est passé à chaque fois des choses importantes en liaison avec la date de naissance de Trump, Donald Trump, qui est important pour l'État profond. Il ne combat pas l'État profond. Arrêtez de croire à ces inepties. C'est certainement Trump et Bannon et d'autres qui sont derrière QAnon. Il n'y a personne qui est en train de combattre l'État profond. Ni Poutine, ni Trump. Arrêtez de vous faire des idées et des illusions. Personne n'est en train de combattre la franc-maçonnerie. Ils sont tous installés par l'État profond, adoubés par l'État profond, adoubés et gratifiés par la franc-maçonnerie. Arrêtez de croire à ces idioties. Donc Donald Trump est très important pour eux. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en liaison avec sa date de naissance. Donc il a été intronisé en janvier. Voilà, il faut que j'aille regarder pour pas dire de bêtises. En janvier 2017. Alors je vais vous dire la date exacte pour vous compreniez exactement où est-ce que je veux en venir. Donc il y a eu plein de dates en liaison avec Donald Trump. Donald Trump est né donc le 14 juin 1946 et avec des calculs hein, de ces gens-là, hein, de numérologie, d'ésotérisme, d'astrologie et de médiumnité. Donc il y a eu 70 ans, 7 mois et 7 jours donc après sa naissance. Il a été officialisé président des États-Unis. Allez savoir pourquoi cette date a été choisie, parce que vous savez que l'élection est en novembre, et la date de son intronisation a été bien choisie. Hein. C'est pas une date fixe, c'est pas la même date que, par exemple, pour Obama ou ses prédécesseurs. Lui, il a été intronisé, il a choisi, ça a été choisi comme ça. Ils ont voulu que ce soit le 21 janvier 2017, ce qui fait pile poil 70 ans, 7 mois et 7 jours depuis sa naissance à Trump. Bon, un détail, mais 700 jours, donc après sa naissance, a été créé l'État d'Israël. Hein. Le 14 mai 1948, il a été officialisé. Donc il y a eu plein de paramètres comme ça. On peut même, en faisant un savant calcul, remonter à 1776, qui est extrêmement importante comme date pour la création donc des États-Unis, pour le billet de 1 dollar que nous connaissons avec le sigle maçonnique en haut de la pyramide, cet œil.
de Horus. Et donc, bon, pour faire simple, là où ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que le 22 octobre, bah, il y a des gens qui se sont amusés à calculer ça, eh bien ça fera 880 mois et 8 jours de la naissance de ce Trump, qui est apparemment un personnage très important pour ses cinglés de la franc-maçonnerie. Et toutes ces émanations d'ordre plus ou moins secret, des Templiers, les Rosicruciens, etc. Parce que pourquoi je dis Rosicruciens, j'en profite parce que je vois pareil passer des vidéos de gens qui soi-disant veulent vous éveiller, hein, particulièrement quelqu'un, c'était un Canadien, c'était absolument incroyable. Il est là pour avertir et éveiller de certaines menaces, mais il en profite pour faire l'apologie et la pub de l'ordre de Rose-Croix. D'ailleurs, lui, la personne qui l'a eu au téléphone, il la félicite d'être rosicrucienne. Il dit même que sa grand-mère à lui est rosicrucienne. C'est absolument incroyable. Et puis, c'est pas la chaîne de Mehdi Mnawar, hein, c'est pas 500 vues, tout réseau confondu. Ah non, non, là c'est des dizaines de milliers de vues. Hein. C'est comme les autres manipulateurs que vous connaissez, les vidéos soi-disant d'éveil, mais qui sont des vidéos de propagande pro-franc-maçonnerie, pro-système, pro-pouvoir profond, pro-république, pro-État. Rodrigue, Flyrider, Branco, et j'en passe. Vous savez, on est inondé de ce type de vidéos, et à partir du moment où vous voyez qu'une vidéo carbure, c'est que ça pue, mes amis. Hein, ça pue très très fort. Tous ces gens-là qui font soi-disant des vidéos d'analyse et qui carburent immédiatement à des milliers de vues, que vous voyez leurs vidéos se partager comme si c'était la première fois que quelqu'un dénonçait l'un de ces sujets de complot qui sont dénoncés depuis des décennies sur les blogs et sur la toile, sur les forums, sur les vidéos, comme si c'était une apparition comme ça de sujets absolument jamais traités et une nouveauté. Quand vous voyez des vidéos comme ça carburées, c'est que ce n'est pas naturel. Hein. On l'a vu avec Jacqueline Moreau. Je pense qu'aujourd'hui vous avez assez eu de recul pour commencer un peu, si vous ne l'avez pas déjà fait, à me croire un petit peu. J'étais l'un des premiers, si ce n'est le premier, hein, à mon crédit, les dates de mes vidéos sur YouTube, Facebook, etc., qui vous alertaient sur l'impossibilité pour une vidéo absolument nulle de Jacqueline Moreau d'atteindre ne serait-ce que 1 million, mais là 5-6 millions de vues. L'impossibilité pour une vidéo, pour une pétition aussi ridicule que celle de Priscilla Ludowski, absolument ridicule, et c'est vraiment pas une nouveauté, hein, la pétition qu'elle a fait contre la taxation de l'essence qui carbure à plus de 1 million de signatures. L'impossibilité pour quelqu'un qui se dit chauffeur routier de se retrouver comme ça à la tête d'un groupe de centaines de milliers de personnes qui l'adulent et qu'il se retrouve à la tête d'un mouvement national comme ça d'envergure. L'impossibilité dans un monde de normalité et de logique,
l'impossibilité de retrouver un espèce comment dire, de youtubeur, facebooker, que personne ne connaît, hein, qui n'a absolument aucun passé dans l'information, parce qu'il se prétend donner des informations, il fait des lives de 50 minutes pour informer sur rien du tout. Et là je parle de Maxime Nicole, de Flyrider, hein, il sort de nulle part, et pareil, il se retrouve assis sur une montagne d'adeptes, avec un groupe de plusieurs centaines de milliers d'abonnés, hein, et de personnes qui boivent sa parole sainte à chacun de ses lives. Donc c'est absolument impossible, hein, de sortir de nulle part comme ça et sans avoir créé, travaillé, capitalisé progressivement pour arriver un jour à être suivi, écouté et pris au sérieux. Et puis les exemples sont multiples, hein. Sophie Tissier, Julie Castin, alors là c'est un énorme cas, hein. Julie Castin, c'est un sacré morceau, mes amis, hein. Avec Jérôme Rodrigue, c'est les plus dangereux, hein. C'est un sacré morceau. J'y reviendrai certainement, hein. Donc voilà, je pense que on va pas revenir sur tout ce que j'ai dénoncé, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, vous pouvez aller vérifier ce que j'ai dit et avoir donc le résultat qui correspond à exactement tout ce que j'avais dit par rapport à Mélenchon, par rapport à tout. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est pas mal. Donc voilà. Je vous ai transmis des informations vérifiées, des informations que je vous ai montrées à l'écran, d'autres que je n'ai pas montrées mais que je vous ai données comme informations vérifiées de ma part. Je vous ai donné, là il faut différencier, des hypothèses, et je vous ai donné des projections qui ne sont pas exclusivement de mon œuvre, mais que je trouve crédibles. Des projections, hein. Ce n'est pas, encore une fois, je ne suis pas voyante. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite, on est lundi, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt.